Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux pour ce nouveau Parole d'auteur. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, et c'est certainement pour ça que vous êtes venus si nombreux, nous recevons Aurélien Barraud pour son livre intitulé « Des univers multiples à l'aube d'une nouvelle cosmologie ». C'est paru aux éditions Duno dans la collection Quai des Sciences. Alors Aurélien Barraud est astrophysicien, professeur à l'université Joseph Fourier de Grenoble et puis chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS. Alors nous avions reçu, pour les habitués de ces rencontres, nous avions reçu Aurélien Barraud il y a à peu près 2 ans pour un livre intitulé Big Bang et au-delà, également paru aux éditions Duno. Et alors avec ce nouvel ouvrage, cette fois-ci, vous tournez, Aurélien, autour d'une thématique plus précise et en même temps extrêmement vaste, les multiples univers. Vous passez en revue les différentes portes que la physique d'aujourd'hui laisse entrouvertes vers la possibilité que notre univers ne soit pas qu'un îlot dérisoire, perdu, ne soit pas qu'un îlot, mais, ne soit pas unique, mais ne soit je vais y arriver, Aurélien, on a 1h30 à peu près jusqu'à 20h, mais en même temps c'est troublant son livre, je vous assure qu'une fois que vous l'aurez lu, vous ne serez plus exactement le même, c'est peut-être ce qui m'est arrivé. Alors l'état actuel des connaissances rend l'éventualité des multi-univers possibles, envisageables, et je devrais même dire des éventualités de multi-univers envisageables, car on s'en aperçoit en vous lisant, les possibilités sont extrêmement nombreuses de constituer ces univers multiples et des possibilités d'univers qui ne sont pas forcément incompatibles les unes des autres. Donc on arrive à des multi-univers emboîtés, c'est assez vertigineux. Alors l'ouvrage est très brillant, avec un parti pris, ne jamais donner une seule équation, ne jamais employer un mot exclusivement scientifique sans l'expliquer. Vous nous prenez vraiment par la main pour essayer de nous permettre d'entrevoir l'état des connaissances et des théories particulièrement pointues. Je mentirais en disant que j'ai toujours tout compris, mais ça vient peut-être de moi, malgré tous vos efforts. Il m'est arrivé de rester un petit peu interdit devant certaines théories. Alors, c'est ce que me disait Amélie qui prépare ces rencontres. Elle me disait, des fois on lit une page, on pense avoir compris, on tourne la page et on se dit, non, peut-être pas tout à fait, on n'a peut-être pas tout bien compris. Je pense que ça doit aussi arriver aux scientifiques eux-mêmes d'avoir cette impression. C'est vertigineux, c'est fascinant, c'est brillant. Je vous recommande vraiment la lecture et la relecture de ce livre parce qu'il faut parfois s'accrocher au livre pour parvenir à comprendre, mais ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce qui vous a donné, Aurélien, l'envie d'écrire ce livre uniquement centré sur les univers multiples ? Oui, d'abord, je voudrais dire que ce qui est très rassurant quand on bafouille, c'est qu'on peut toujours se dire que dans un autre univers, on a réussi le lancement sans faire la même erreur. Donc, c'est quelque part, c'est finalement, voilà, c'est très reposant de se dire que quels que soient nos échecs, et nous sommes tous constamment face à l'échec, quelque part, ils sont probablement des réussites. C'est finalement une loi mathématique et non pas un simple désir de recouvrer l'équilibre perdu. Vous dites même, pardon, après je vais vous laisser répondre à ma question, mais vous dites même dans votre livre que dans certaines universités, on a félicité des étudiants en leur disant « Bravo, vous avez réussi votre examen, mais dans un autre univers ». Ce qui casse un petit peu là. Oui, c'est particulièrement pervers et évidemment, ça s'est déroulé dans une université américaine. On n'oserait pas faire ça à l'université de Grenoble, je m'en porte garant. Donc, écoutez, je crois qu'il y avait un peu une nécessité ou au moins une invitation qui était, je crois, à la fois scientifique et philosophique. La motivation scientifique est évidente, c'est-à-dire que la problématique de la non-unicité de l'univers est en train de faire effraction dans le champ cosmologique. On va, je suppose, y revenir pour plusieurs raisons différentes et néanmoins convergentes quant à cette potentialité. Mais ce qui m'a effectivement motivé, c'est que je crois qu'il y a aussi une motivation philosophique qui est en train d'émerger, en ce sens que, me semble-t-il, l'essentiel de l'histoire de notre pensée, qu'elle soit métaphysique ou ontologique, c'est structuré autour de l'idée d'unicité, c'est-à-dire autour d'une sorte de phobie du multiple et du désordre. Alors, bien évidemment, cette phobie a porté ses fruits, puisqu'on le sait en science, la quête de l'unicité, la quête du concept régulateur, la quête de la loi unique s'est avérée très fructueuse pendant des siècles, et il n'est pas question de dénier l'efficace de ce geste, mais
je pense que peut-être aujourd'hui, il serait temps d'apprendre, au moins d'essayer de penser dans un autre paradigme où on laisserait peut-être sa chance à une certaine diversité. Donc je dirais qu'à la fois le bien fondé, me semble-t-il, scientifique du concept d'univers multiple et la légitimité philosophique d'une manière de revisiter notre obsession de l'unique et peut-être de le déconstruire, m'a semblé opportun, être un moment opportun pour faire face à cette question. On est dans une époque particulièrement stimulante d'un point de vue théorique, d'un point de vue technologique aussi, avec ces satellites qui nous ramènent des rayonnements cosmologiques fossiles. Est-ce que c'est une impression que de penser ça, ou vraiment on est dans une époque particulière pour la physique ? Oui et non. Alors vous avez raison, la date est parfaitement choisie puisqu'aujourd'hui même, le satellite européen Planck, qui est dévolu à la recherche du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire de la première lumière de l'univers, un bain de rayonnement qui flotte dans l'espace tout autour de nous et qui constitue une sorte de signe, de trace, de vestige des premiers instants du cosmos. Ce satellite donc a publié ses derniers résultats aujourd'hui même. Donc effectivement, c'est une expérience que nous attendions depuis plus de 15 ans, la préparation d'un tel instrument est de très longue haleine, et par conséquent, il y a incontestablement une actualité brûlante et extrêmement intéressante. Mais si on tente d'être parfaitement honnête, il y a aussi un peu de déception. Non pas du point de vue des instruments qui fonctionnent à merveille et qui remplissent leur rôle, mais du point de vue des résultats eux-mêmes. Les deux grandes expériences de physique fondamentale, au moins de mon point de vue de ces dernières années, voire décennies, sont effectivement le satellite Planck d'une part et le grand accélérateur LHC du CERN d'autre part. Les deux ont fonctionné magnifiquement et les scientifiques qui ont travaillé sur ces expériences ont pu, à raison, s'enorgueillir de la qualité des résultats obtenus. Mais qu'a-t-on réellement appris sur l'univers qu'on ne savait pas déjà ? Presque rien. Alors presque rien, c'est une bonne nouvelle. Ça signifie que nos théories sont sous contrôle. Ça signifie que ce que l'on croyait réel s'avère l'être effectivement. Tant mieux. C'est quand même pas rien. C'est la confirmation que certaines théories collent avec la réalité, avec les observations. Ce n'est incontestablement pas rien. Mais le champ de Higgs, la grande découverte de l'accélérateur LHC du CERN, est enseigné dans le modèle standard de la physique des particules à tous les étudiants depuis 40 ans. Donc, c'est remarquable de l'avoir trouvé, il ne s'agit certainement pas de le contester. Mais ce que tous les chercheurs espéraient au-delà de cette confirmation, c'était des signes de problématiques, d'incohérence entre nos théories et le réel, de façon à nous mettre sur la piste des nouvelles théories. Nous avons besoin d'observer des problèmes, des incompatibilités, des incomplétudes au moins, de façon à trouver les germes de ce qui permettra les nouvelles révolutions. Et de cela, nous n'avons pour l'instant aucune trace. Ce qui est presque désespérant, c'est que les modèles dits standards, c'est-à-dire établis depuis des décennies, aujourd'hui fonctionnent trop bien. Alors pourquoi c'est désespérant ? Parce qu'on pourrait se dire, bien après tout, nous avons la théorie ultime de la nature. La physique est achevée. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on sait que ces modèles sont incomplets, parce que ne serait-ce que dans leur structure même, ils sont amoindris, grévés par un certain nombre d'incompatibilités internes. Donc nous savons que ce ne sont pas les théories ultimes, mais nous ne trouvons pas les indices qui nous permettraient de nous aiguiller vers l'élaboration de ces théories. Alors ultime est à mettre entre guillemets, parce qu'en ce qui me concerne, je ne crois pas du tout à l'existence d'une théorie finale, mais au moins d'une théorie meilleure, disons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a forcément une part de notre univers qui nous échappera toujours ? Alors ça c'est un pari, je me sentirais absolument incompétent pour légiférer de façon autoritaire sur cette question, mais c'est mon pari en tout cas. Pensez à Stephen Hawking, le fameux physicien de Cambridge, il croit que nous sommes à 10 ans de la théorie ultime. Mais ça fait 50 ans qu'il croit que nous sommes à 10 ans de la théorie ultime. Et quel que soit mon respect pour Hawking en tant que physicien, je crois que Hawking en tant que philosophe est un peu naïf, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'est pas évident qu'une telle théorie existe, et quand bien même elle existerait, et quand bien même nous pourrions la découvrir, ce qui constitue déjà des hypothèses lourdes, il faudrait encore comprendre d'où vient cette théorie. C'est-à-dire qu'il faudrait la réinterpréter depuis un méta-niveau pour en dériver l'existence.
Et pourquoi cette théorie et pas une autre? Dans l'espace des mathématiques, toutes les théories sont viables. Enfin, toutes les théories mathématiquement cohérentes sont des candidats possibles. Pourquoi le monde, la nature au sens du XVIIIe siècle, avec un grand N, aurait-elle choisi cette théorie plutôt que l'infinité d'autres théories mathématiquement possibles? C'est une question qu'on se posera forcément. Donc il faudra se placer à un niveau supérieur et comprendre l'émergence de cette théorie. Donc je crois, sans en être tout à fait certain, que le fantasme de la théorie complète qui achèverait notre compréhension de la nature demeurera un fantasme. Et cette idée, pour revenir plus précisément aux univers multiples, cette idée de réfléchir la possibilité que notre univers ne soit pas unique et qu'il y en ait beaucoup d'autres et que nous ne soyons qu'avec cet univers une expression de la physique parmi tant d'autres, est-ce que c'est pas l'ultime décentrage? C'est-à-dire que l'homme qui était un peu au sommet du règne animal est devenu un animal parmi d'autres. Ensuite, on a eu la Terre qui n'est plus au centre du monde, le Soleil qui n'est plus au centre du monde, notre galaxie qui n'est plus qu'une parmi tant d'autres, et maintenant l'univers lui-même ne serait peut-être qu'un parmi beaucoup. Je le crois exactement. On pourrait reprendre l'expression de Freud qui, vous le savez, évoquait les blessures narcissiques. Après Copernic, qui effectivement a compris que la Terre n'était pas le centre de l'univers, Darwin, qui a compris que les vivants ont des ancêtres communs, quoique certains peinent encore aujourd'hui à en tirer toutes les conséquences et à l'accepter, mais il faudra sans doute y venir. Après donc Copernic, Darwin et lui-même, c'est-à-dire Freud qui conçoit que la conscience n'est pas la seule à l'œuvre dans l'intellect, il y a de la volonté impensée, advient peut-être effectivement une nouvelle blessure narcissique qui serait attachée à ce que notre monde lui-même serait déchu de son piédestal. Et comme vous le soulignez, il y a effectivement, je crois, une logique dans cette évolution, une continuité dans cette évolution. C'est-à-dire que nos représentations cosmologiques ont été d'abord géocentrées sur notre planète, la Terre, héliocentrées sur notre étoile, le Soleil, galactocentrées sur notre galaxie, la Voie lactée, disons cosmocentrées sur notre univers, et peut-être en effet est-on en train de franchir le dernier pas qui serait une sorte d'acentrisme absolu. Donc je pense que ce n'est pas une justification suffisante, naturellement, mais il y a quelque chose du prolongement d'un geste d'humilité. Alors il faudra y revenir, parce que la découverte, la rencontre avec le multivers pourrait au contraire faire croire à une extrême arrogance. C'est-à-dire, qui sommes-nous pour légiférer sur l'existence de mondes invisibles? Mais il me semble que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça procède plutôt de cette longue démarche de modestie, finalement, qui nous porte à comprendre que notre environnement direct n'est jamais représentatif de l'ensemble de l'existant. Alors, avant d'envisager les diverses possibilités de conceptualiser ces univers multiples, qu'est-ce qu'on sait sur notre univers, celui qu'on connaît le mieux, quand même, dont on est le plus sûr de l'existence, a priori. Quelles en sont les frontières? Où s'arrête-t-il? Quelle en est la taille? Comment est-il né? Qu'est-ce qu'on sait de notre univers? Vous avez autant de questions simples comme ça. Qu'est-ce qu'on sait sur notre univers? J'ai 2 minutes. Voilà. Là encore, tout dépend de la manière dont on aborde la question. D'un certain point de vue, je pourrais prendre donc la robe de l'avocat de la défense de la communauté scientifique et arguer que nous connaissons presque tout. Et ce n'est pas si faux. D'un certain point de vue, on connaît l'univers lui-même mieux que chacun de ses constituants. Parce que l'univers aux très grandes échelles, c'est-à-dire non pas en s'intéressant à ce qui se passe en ce moment dans cet amphithéâtre, mais en s'intéressant à sa structure moyennée sur des très grands volumes, est un système simple. Il est un système beaucoup plus simple que chacun de ses constituants. Un insecte en train de déambuler sur ce bureau est infiniment plus complexe, présente un infiniment plus grand nombre de degrés de liberté que l'univers lui-même, qui est une structure très simple et très homogène et très isotrope. Par conséquent, l'âge de l'univers, la géométrie de l'univers, la masse volumique de l'univers, la vitesse d'expansion de l'univers, l'accélération de l'univers, et des choses plus techniques encore, sont aujourd'hui connues, mesurées, avec des précisions de l'ordre du %. Ce qui est remarquable, on ne connaît pas l'âge de la Terre aussi bien que l'âge de l'univers. Donc, d'une manière globale, du point de vue de la dynamique du cosmos, l'évolution de la vitesse d'expansion, les différentes phases qui se sont succédées, on pourrait laisser croire que la compréhension est presque parfaite.
Mais en contrepoint, si on prend maintenant la robe de l'avocat, ou plutôt du procureur, force est de constater que l'étendue de l'inconnaissance est également gigantesque. L'essentiel de la masse de l'univers est constitué de matière noire, dont, par définition, nous ne connaissons pas la nature microscopique, dont nous ne comprenons pas de quoi elle est formée. Pire que la matière noire, l'accélération actuelle de l'univers est vraisemblablement due à ce qu'on nomme de façon pudique une énergie noire, ce qui est une expression pour cacher notre inconnaissance totale du phénomène. Et pire encore, notre modèle se fonde sur un Big Bang qui, au sens strict, c'est-à-dire en tant qu'instant originel, est non seulement incompris, mais est même connu pour être au-delà du champ d'application de notre théorie. Donc, comme toujours, nous avons progressé, nous avons une vision qui est globalement cohérente, mais celle-ci est suffisamment fragile pour qu'il soit nécessaire, je crois, de rester au moins en principe ouvert à toute possible révolution. Jusqu'où peut-on voir dans l'univers et a-t-on une idée de sa taille ? Alors, ça, c'est une question absolument essentielle pour la problématique des multivers qui nous intéressent ce soir. On ne peut pas voir infiniment loin. Et ça, c'est très intéressant et très simple de le comprendre. Ce n'est pas lié à nos contingences techniques. Bien sûr, un télescope ou une paire de jumelles, ou a fortiori une pupille humaine, ne peut pas voir infiniment loin compte tenu de sa finitude. Mais là, ce dont on parle, ce n'est pas ça. C'est une limite absolue, indépassable, qui n'est pas liée au pouvoir de collection de lumière de nos télescopes. Et ça, on peut le comprendre, je crois, assez bien avec l'analogie de la vigie qui serait en haut du mât d'un bateau. Bien sûr, si elle prend ses jumelles, elle verra plus loin qu'à l'œil nu. Si elle prend de plus grosses jumelles, elle verra encore plus loin. Mais vient un moment où elle ne peut plus voir plus loin, simplement parce que la Terre est ronde. Donc si vous êtes en rade de Brest, en haut du mât de votre goélette, même avec une longue vue parfaite, techniquement infaisable, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe au Cap Horn, parce que la Terre est ronde. Il y a un effet d'horizon. Au-delà de l'horizon, on ne peut pas voir, quel que soit le moyen utilisé. Et c'est exactement la même chose qui se passe en cosmologie. Alors c'est une courbure à prendre dans un sens différent de la courbure de la Terre, hein, mais pour des effets relativement similaires, il existe une limite visible à l'univers qu'on appelle horizon et qui effectivement est une frontière observationnellement indépassable. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette frontière est dépendante de l'observateur. Et de même que la vigie en haut d'un bateau en France ou dans le Pacifique n'a évidemment pas le même horizon. Chacun a son horizon propre. Deux observateurs dans l'univers n'ont pas non plus le même horizon. Et donc déjà à ce stade, on sent que le concept même d'univers s'indexe à l'observateur. Et il perd son absoluité, puisque par définition, il est associé à celui qui le scrute. Donc on ne peut pas voir au-delà, vous dites, de 10 milliards d'années-lumière. Hein. C'est à peu près. C'est bien ça. Un peu plus en réalité, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a après ça. On ne peut même pas l'extrapoler. Voilà. On ne le sait pas et on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir parce que ce n'est pas lié aux limites technologiques du moment, mais c'est véritablement lié à la structure causale de l'espace. Est-ce qu'on sait s'il est fini ou infini, cet univers ? Alors, on ne le sait pas, mais là encore, on peut assez bien comprendre la situation. Imaginez que vous ayez une sphère. Là, je parle d'une sphère au sens usuel du terme. Hein. Si on en observe un minuscule morceau, la sphère apparaît comme un plan. Mais si on en observe un morceau plus gros, on commence à voir la rotondité de la sphère. Alors évidemment, ça ne prouve pas de façon strictement mathématique que la sphère poursuit. Mais si on suppose que la sphère est régulière, en observant une calotte sphérique, on peut en déduire la taille de la sphère. C'est exactement ce qu'on fait pour l'univers. On regarde l'univers, tout l'univers visible, et on essaye de voir s'il y a de la courbure. Et si on observe une courbure, on se dit probablement la courbure continue au-delà de ce qui est visible, et ça me donne donc un ordre de grandeur de la taille de l'univers. Ce qu'on observe actuellement, c'est qu'aucune courbure n'est visible à l'intérieur de la partie de l'univers scrutable. Dans ce volume de Hubble, qui fait, comme vous le disiez, quelques dizaines de milliards d'années-lumière de rayons, je ne vois aucune courbure. La seule chose que ça signifie, c'est que l'univers est beaucoup plus grand que ça. Il peut être fini et beaucoup plus grand, ou infini. Alors vous avez cité ce volume de Hubble qui revient très régulièrement dans le livre et qui est peut-être une notion sur laquelle il faut insister parce que j'imagine que vous serez amené à l'utiliser plusieurs fois. Redonnez la définition précise. Alors, on parle d'univers multiples.
ce qui peut apparaître comme une contradiction dans les termes. Si l'univers c'est le tout, comment le tout pourrait-il être multiple? Et vous avez raison, cette objection est parfaitement recevable. La raison pour laquelle on ne s'y arrête pas, c'est que le terme univers employé en physique n'est évidemment pas celui-ci. Si c'était celui-ci, on n'en parlerait pas. En physique, on atrophie finalement le concept d'univers. Alors de façon différente, on verra qu'il y a plusieurs définitions d'univers, mais la définition la plus simple, la plus pauvre et la plus petite finalement, c'est de nommer univers non pas la totalité de l'existant, qui serait unique par définition, mais d'appeler univers la totalité de ce que je peux voir. Non pas de ce que je peux voir avec mes yeux, bien sûr, mais de ce que je pourrais voir si j'étais doté d'une technologie infiniment puissante. Ce qui coïncide avec la notion de la totalité de ce qui peut avoir interagi avec moi. Autrement dit, le concept d'univers en ce sens-là est un concept causal. Ce que j'appelle univers est tout ce avec quoi je pourrais avoir eu une interaction. Et vous voyez que ça a du sens, parce que ce qui est au-delà de ça, c'est quelque chose qui est non seulement absolument inconnaissable, mais qui, en plus, d'une quelconque manière que ce soit par la gravité, par l'électromagnétisme ou par toute autre chose, ne peut pas avoir la moindre influence sur moi. C'est impossible, quelle que soit l'amplitude des phénomènes qui a lieu au-delà de cette limite. Donc il est légitime, du point de vue d'une science qui s'intéresse aux effets causaux, parce que c'est l'essence de la physique, de limiter le concept d'univers à ce qu'on appelle le volume ou la sphère de Hubble, et qui est donc ce patch causal autour de nous. Alors, si l'univers est infini, on a compris qu'il pouvait être fini ou infini. On ne peut pas trancher cette question aujourd'hui, et certainement on pourra la trancher un jour, ou certainement qu'on restera avec ce point. S'il est fini, on pourrait effectivement le prouver et l'observer, mais s'il est infini, on ne le saura jamais, puisqu'on ne peut que dire qu'il est plus grand qu'une certaine taille. Donc, comme on n'atteint jamais l'infini, il n'y a aucun espoir de pouvoir prouver que l'univers est infini. Alors, s'il est infini, qu'est-ce que ça permet d'envisager du point de vue des univers multiples? Voilà. Alors ça, c'est le premier niveau, le plus simple, le plus élémentaire d'univers multiples. Si l'espace, alors je vais dire l'espace plutôt que l'univers, parce que là, sinon, ça devient un peu polysémique. Donc si l'espace est infini, ce qui est possible, et même probable d'un point de vue théorique, si l'espace est infini, alors les univers, au sens qu'on vient de définir, c'est-à-dire les volumes de Hubble, sont nécessairement en nombre infini, puisque évidemment dans un espace infini, je peux mettre un nombre infini de boules de taille finie, n'est-ce pas? Et ça a déjà des conséquences intéressantes et étonnantes. Parce qu'en effet, si l'espace est infini, ça signifie que tout ce qui est possible doit d'abord se produire, ensuite se reproduire, et ensuite se reproduire une infinité de fois. Ça, ce n'est pas une élucubration métaphysique, c'est une conséquence mathématique. Dès lors qu'un phénomène a une probabilité non nulle, si vous faites une infinité de tirages, le phénomène doit se produire. Par exemple, notre existence, la vôtre, la mienne, est possible. La preuve, nous sommes là. Nous existons, donc nous pouvons exister. Preuve par l'exemple. Donc, notre existence doit se reproduire. On doit trouver nos alter ego, c'est-à-dire nos copies exactement conformes, à une distance considérable, mais finie. Ces alter ego ont exactement le même passé, donc ce sont réellement nous-mêmes, ils sont nous-mêmes, ils sont en ce moment dans le même état mental que nous, mais, et c'est ça qui est intéressant, ils n'ont pas forcément le même futur. C'est-à-dire que la similitude des passés peut donner naissance à une divergence des futurs. Ça, c'est déjà fascinant, parce que ça signifie que même au niveau classique, il y a une perte de déterminisme à l'échelle du multivers. Alors, on pourrait se dire, je vais être rapide, mais on pourrait se dire, bon, soit, c'est amusant, c'est intriguant, mais ça n'a aucune complètement conséquence vertigineux. pratique. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des nous-mêmes à l'infini qui se retrouvent à des distances colossales et qui vivent la même chose que nous, mais qui à tout moment peuvent bifurquer vers un autre futur. C'est pas juste amusant, c'est complètement vertigineux. C'est aussi mon avis. Mais au-delà de cette dimension peut-être quasi mythique de la représentation, ça a des conséquences pratiques. Parce que, imaginons par exemple que l'existence d'êtres vivants nécessite un univers très homogène, qui soit le même partout, et qu'on observe effectivement notre univers comme étant très homogène, et qu'on se dise, mais comment se fait-il que l'univers est très homogène? Alors il y a deux possibilités. Soit on trouve une théorie qui explique que rationnellement, automatiquement, l'univers est très homogène, et tout va bien. Ou alors on pense dans le multivers, on se dit, bon effectivement, le fait d'avoir un volume de Hubble qui est très homogène, c'est improbable. Mais
sur un espace infiniment grand, nécessairement ça arrive quelque part, puisque c'est une possibilité. Et à ce moment-là, il n'est plus très étonnant que nous nous y trouvions, parce que puisque l'existence de structures complexes telles que les êtres vivants est conditionnée à cette possibilité, alors bien sûr nous nous trouvons dans l'environnement de cette possibilité. Ce n'est pas un raisonnement tautologique, il faut bien comprendre ce qu'on dit. C'est exactement comme les planètes telluriques, les planètes dures, faites de matériaux durs, non gazeuses. C'est quelle proportion de la taille de l'univers? C'est rien. C'est 0,000000001%. Et pourtant, nous sommes sur une planète tellurique. Oui, bien sûr, parce que les hommes ne peuvent pas exister dans le vide. Donc forcément, il n'est pas étonnant que nous nous trouvions sur une planète tellurique. Nous en avons besoin. Il n'y a rien de téléologique là-dedans, il n'y a rien de finaliste. D'accord ? C'est un constat. De la même manière que notre existence est conditionnée à un environnement favorable, à l'échelle du multivers, il faut tenir compte de ce que notre environnement, non plus au sens de notre petite planète, mais au sens de notre volume de Hubble, n'est pas non plus nécessairement représentatif de la totalité. Ce que vous nous dites, c'est que parfois on peut s'étonner que les constantes des lois physiques soient si avantageuses. On a l'impression que presque tout a été prévu pour que la vie puisse émerger et que nous puissions apparaître. Mais si on prend le raisonnement à l'envers et qu'on se dit il existe une infinité d'univers où toutes les lois physiques peuvent se produire, forcément, nous nous trouvons dans l'univers où nous pouvions. Oui, alors là vous anticipez parce que ça c'est vrai quand on se place à un niveau de multivers où non seulement les phénomènes varient, mais aussi les lois varient. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, si on anticipe et qu'on considère d'ores et déjà cette potentialité comme envisageable, alors oui, ça change tout. Si vous voulez, en jouant une fois au loto, on est presque sûr de perdre. Mais en jouant une infinité de fois au loto, on est absolument certain de gagner. Donc effectivement, quand on s'étonne de l'extraordinaire compatibilité des lois avec l'existence de structures complexes, il y a essentiellement trois possibilités. Soit on a eu une chance incroyable, ce qui est possible, mais ce qui est peu probable, soit le destin de l'univers a été dirigé vers notre existence, ce qui est une solution religieuse, hein, puisqu'il faut Dieu, il faut un grand dessinateur pour que ceci advienne, ce qui est possible, ce qui n'est pas une explication scientifique, soit, troisième possibilité, il existe effectivement une grande diversité de lois. Et à partir du moment où il existe une grande diversité de lois, il est tout à fait inévitable que nous nous trouvions dans un des lieux où les lois sont favorables à notre existence. Et ça n'est pas, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ça n'est pas un principe d'explication. Je ne dis certainement pas l'univers est tel qu'il est parce qu'il fallait que j'existe. Ça, c'est une faute logique. C'était un raisonnement par la cause finale, c'était un raisonnement pré-aristotélicien. Je ne dis pas ça. Je dis la diversité est générée par ce que je crois comprendre des lois, et je dois tenir compte de cette diversité. Vous voyez, si nous étions des poissons, voilà, on pourrait se demander, mais comment se fait-il qu'il n'y ait que de l'eau dans l'univers? C'est dingue, il n'y a que de l'eau dans l'univers. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que de l'eau dans l'univers. Non, c'est simplement que mon environnement est d'eau parce que, en tant qu'être doté de branchies, je me trouve forcément dans un environnement d'eau. Mais ça ne signifie absolument pas que l'univers est intégralement rempli d'eau. Donc c'est un nouveau geste de désanthropocentrisation. S'extraire d'une version centrée sur, évidemment, ce qu'on connaît, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors on va envisager, parce que c'est ce que vous faites dans le livre, on ne pourra pas reprendre tous les univers et toutes les possibilités que vous envisagez. À chaque fois, ce sont des expériences de pensée, bien sûr. Les trous noirs à l'origine d'univers parallèles. Peut-être il faut prendre un peu de temps pour rappeler ce que ce sont que ces trous noirs et leurs spécificités. Donc les trous noirs sont des êtres ou des astres étranges qui ont été longtemps considérés comme une sorte de fantasme de physiciens théoriciens, mais qui depuis quelques décennies font réellement partie du bestiaire de l'astronome, hein, c'est-à-dire que plus personne aujourd'hui ne doute sérieusement de leur existence. Voilà, ce sont des objets du monde réel. Ces trous noirs sont caractérisés par l'existence d'un horizon, c'est-à-dire d'une surface telle que lorsque l'horizon est passé, lorsque l'on entre à l'intérieur de cette structure, il est impossible d'espérer s'en extraire. Donc en ce sens, les trous noirs sont en quelque sorte des anomalies à l'intérieur de l'univers qui fait qu'ils se comportent comme des pièges. Le voyage est à sens unique. Alors les trous noirs sont un peu étranges, hein. Par exemple, si on regarde la vitesse d'un corps en train de tomber sur un trou noir, si on regarde de loin, on voit que le corps s'arrête à la surface du trou noir, et si on regarde de près, on voit que le corps va à la vitesse de la lumière. Donc on ne peut pas trouver des réponses plus différentes. D'un certain point de vue, c'est la vitesse la plus lente, 0. De l'autre point de vue, c'est la vitesse la plus rapide, 300 000 km par seconde.
Alors on a envie de se dire, quelle est la bonne réponse? Qui a raison? Et comme vous l'avez déjà compris, puisqu'on est dans le cadre de la relativité, la réponse est, les deux réponses sont correctes. Ce sont des visions apparemment antagonistes, mais en réalité compatibles d'un même monde dans une acception relativiste. Donc les trous noirs poussent la théorie de la relativité à son paroxysme. Mais ça, c'est pas un paradoxe, c'est pas une aporie, c'est étonnant pour l'imaginaire, mais du point de vue scientifique, ça ne pose aucun problème. Ce qui devient intéressant, c'est qu'effectivement, la structure interne des trous noirs présente quelque chose de tout à fait singulier. Alors d'une part, le temps et l'espace s'échangent l'un dans l'autre. Ça, c'est déjà un petit peu curieux. C'est-à-dire que, de la même manière que le temps s'écoule dans notre monde, c'est en quelque sorte l'espace qui s'écoule dans un trou noir, ce qui ouvre déjà des perspectives intellectuelles assez inhabituelles. Mais du point de vue des univers multiples, ce qui est très étonnant, c'est que les diagrammes mathématiques qui permettent de décrire la structure interne des trous noirs font apparaître non pas un espace de taille finie, mais en réalité une infinité d'autres univers. Alors ce sont des choses qui ont été comprises dans les années 1960, donc ce n'est pas du tout récent, qui ont suscité beaucoup de travaux de la part des plus grands théoriciens, et nous n'avons pas conclu. C'est-à-dire que personne ne sait aujourd'hui si cette structure complexe de l'intérieur des trous noirs est une sorte de spectre ou de fantôme mathématique, ce qui est tout à fait possible, voire probable, hein. Toutes les solutions mathématiques possibles ne sont pas nécessairement réelles. Ou s'il s'agit des indices, effectivement, d'autres mondes potentiellement visitables. Donc la question est ouverte. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui la trame de multivers la plus attrayante, parce que je crois que du point de vue de ses conséquences, c'est sans doute la plus pauvre. Mais il est intéressant de penser que peut-être les trous noirs sont en réalité des trous de verre, c'est-à-dire des portes ouvertes sur d'autres univers. Des portes ouvertes que nous ne pourrons jamais emprunter. Alors voilà, ça c'est un peu le problème, c'est que... alors c'est pas le problème, en fait c'est très beau, c'est que ces portes ouvertes, suivant la manière dont elles bouclent sur d'autres mondes, peuvent éventuellement donner naissance à des boucles temporelles, c'est-à-dire à des paradoxes temporels, autrement dit à des retours dans le passé. Ça, c'est vraiment quelque chose que la physique déteste absolument. Les voyages dans le futur, ça pose aucun problème, hein. Vous savez que la théorie de la relativité, même restreinte, la vieille théorie d'Einstein, sait très bien nous faire voyager dans le futur, et ça c'est vrai. N'importe lequel d'entre nous pourrait être encore vivant en l'an 10 000 ou 100 000 ou 1 million sur la Terre. On n'a pas la technologie pour le faire, mais conceptuellement, on sait très bien ce qu'il faudrait faire. Les voyages dans le futur sont un non-événement pour le physicien. Mais les voyages dans le passé... Il faudrait voyager très très vite pour voyager dans le futur. Tout simplement, si l'un d'entre nous prend une fusée qui va suffisamment vite, pendant qu'un an s'écoule pour son horloge propre, il peut se passer 10 ans, 100 ans, 1000 ans ou 1 million d'années sur Terre. Et bien sûr, quand il revient, tous ses proches sont décédés. Les bombes atomiques ont explosé. Nous avons définitivement annihilé l'ensemble des espèces vivantes. Et il sera le seul à regretter ce triste épisode de notre histoire. Donc ça marche très bien. Les voyages dans le passé, en revanche, ça c'est un cauchemar, c'est absolument incohérent et c'est absolument impossible dans la structure causale de la physique comprise. Or, ces trous de verre pourraient donner naissance à ce genre de situation. Et là apparaît un phénomène que je trouve très élégant et que Roger Penrose, qui est un grand mathématicien, a appelé la protection chronologique. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les trous de verre ne sont pas traversables. C'est-à-dire que même s'ils existaient, ce qui est loin d'être évident, le simple fait d'y envoyer de la matière les déstabiliserait et les fermerait. Et ça, c'est très élégant parce que ça signifie que même s'il existait ces anomalies temporelles, ces anomalies causales, on se rend compte que toute seule, la nature s'arrange pour qu'on ne puisse pas y recourir. On prend un autre exemple parce que à chaque fois ça va être assez étonnant. Je voudrais aussi que la salle puisse poser quelques questions, mais il y a celui de l'inflation. L'idée que le fait que je vous laisse raconter, vous le ferez certainement de façon bien plus claire que moi. Alors, le multivers de l'inflation, effectivement, c'est peut-être le plus étonnant. Alors, il faut passer quelques instants pour expliquer la situation. Nous avons aujourd'hui toutes les raisons de croire que dans notre univers, il y a eu, peu après le Big Bang, une phase d'augmentation considérable, exponentielle, dit-on, de toutes les distances.
Cette idée d'inflation n'est pas inventée, enfin, elle l'a été historiquement, mais n'est plus aujourd'hui inventée de façon ad hoc. Elle fait partie du scénario cosmologique standard et il est très difficile d'expliquer l'état actuel de l'univers sans cette phase d'inflation. Donc ça, pour être rigoureux, je qualifierais son niveau de fiabilité de très élevé. Alors, moi, en tant que cosmologiste, j'ai beaucoup de mal à rendre compte de l'univers tel qu'il est sans inflation. Donc je crois que, bien qu'elle ne soit pas prouvée, parce qu'aucun modèle physique n'est jamais prouvé, naturellement, c'est clair ça. Hein. Moi, mes étudiants, souvent en licence, me demandent « Mais monsieur, est-ce que cette théorie est prouvée ?» Non, bien sûr qu'aucune théorie n'est jamais prouvée, naturellement. Aucune théorie scientifique n'est jamais prouvée, hein, puisqu'il est impossible de faire l'infinité des expériences qu'elle prédit et de les vérifier avec une précision infinie. Donc, par essence, une théorie scientifique est improuvable. Néanmoins, elle est corroborée par l'expérience. Je dirais que l'inflation, cette augmentation de la taille de l'univers de façon considérable, est très bien corroborée par l'observation. Mais, quand on la regarde de près, on se rend compte que cette théorie inflationnaire, en fait, ne prédit pas un seul univers, mais un chapelet d'univers bulles. Alors là, j'emploie univers en un sens plus fort que tout à l'heure. C'est-à-dire pas seulement au sens du volume de Hubble, hein, ce qu'on avait défini initialement comme univers, je parle de quelque chose de beaucoup plus vaste que ça, c'est-à-dire une bulle issue de l'inflation, qui contient éventuellement beaucoup, voire une infinité de volumes de Hubble. Eh bien, ces bulles apparaissent naturellement, hein, ce n'est pas quelque chose que j'invente parce que j'ai un désir insatiable de diversité. Ces bulles apparaissent naturellement comme étant en nombre infini. Ça, c'est important parce que je ne peux pas dire je prends le modèle et j'évacue cette conséquence. Je peux inventer un autre modèle qui n'aurait pas cette conséquence. Mais si je travaille avec ce modèle, qui est le modèle standard de la physique de l'univers depuis 20 ans, je ne peux pas prendre le modèle et ne pas prendre ses conséquences. Ça, c'est une question de cohérence scientifique. Donc cette conséquence est là. Il devrait exister une arborescence de bulles formant une structure de multivers. Et oui, je vous en prie. Dans cette arborescence, le Big Bang devient quoi? Ah voilà, donc le Big Bang devient un épiphénomène. Finalement, chaque création de bulles voit cet acte, non, dit comme ça le ramènerait à un créateur, ce qui est justement ce que je ne veux pas faire, mais voit ce phénomène de création interprété de son point de vue propre comme un Big Bang. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le Big Bang est totalement relativisé. Il ne s'agit plus de l'origine du tout, mais simplement de l'origine de notre petite bulle, qui est un phénomène absolument dérisoire dans cette arborescence gigantesque. De chaque feuille de l'arbre. Voilà. De l'Yggdrasil cosmologique, de l'arbre-monde cosmologique. Mais alors, ce qui devient fascinant, c'est quand on conjoint cette théorie que j'ai donc qualifiée de très fiable, avec une autre théorie que je qualifierais de beaucoup moins fiable, qui est la théorie des cordes. Alors, en quelques mots, la théorie des cordes, c'est une tentative de théorie du tout, hein, qui essaye d'expliquer la totalité des interactions et des particules au sein d'un corpus unifié. Elle est très élégante mathématiquement, très attirante, et toutes les particules élémentaires sont réinterprétées comme différents modes de vibration de cordes fondamentales. Il y a un peu comme une corde de violon. Là, faut bien comprendre qu'on vient de switcher dans l'infiniment petit. Hein. On était dans l'infiniment grand. Oui, je comprends bien que c'est pour la nécessité mais c'est pour l'échelle à laquelle on se trouve. Là, on est vraiment dans infinitésimal, même par rapport aux atomes. On est vraiment très très petit en échelle. Oui, en effet. Merci de le préciser. En effet, la théorie des cordes, c'est une théorie du petit matériau fondamental de l'univers qui essaye de décrire ce que sont les briques élémentaires, donc comme vous le disiez, à l'échelle de l'infiniment petit, de notre monde. Donc dans cette théorie des cordes, de même qu'une corde de violon peut générer toutes les notes de la gamme chromatique suivant la position des doigts sur le manche, on peut même le faire de façon juste, à la différence d'un clavier de piano, la théorie des cordes générerait toutes les particules connues comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales. Bon. Cette théorie a beaucoup d'avantages et beaucoup de difficultés. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est qu'entre autres difficultés que l'on peut tourner en avantage, elle prédit un monde à 10 dimensions. Ce qui, nous en conviendrons, n'est pas en adéquation avec notre expérience usuelle. Ou alors, dites-le moi et on écrit un article ensemble. Donc, il faut cacher ces dimensions supplémentaires. Et il faut les cacher d'une manière qu'on appelle mathématiquement une compactification. Il faut les recroqueviller sur elles-mêmes. Et il se trouve qu'on a un très grand nombre de libertés associées aux manières de compactifier. Ça, des schèmes de compactification. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces manières de compactifier donnent naissance à des lois physiques différentes. À 10 puissance 500,
lois physiques émergentes différentes. 10 puissance 500, pour l'entendement humain, c'est l'infini. C'est un nombre absolument extraordinaire. Donc, là apparaît une structure de multivers fascinante. Si je conjoins maintenant la théorie des cordes avec l'inflation, ce qui se passe, c'est que dans ces différentes bulles d'univers, non seulement les phénomènes peuvent varier, et ça on le disait déjà tout à l'heure, mais les lois elles-mêmes peuvent varier. Ça change tout. Ça change tout parce que ça ouvre une sorte de métastrate, si vous voulez, de diversité. Parce que les lois, ce sont les régulateurs. D'habitude, les lois, par essence et par définition, c'est ce qui est pareil partout et toujours. Oh, il y a une petite souris. Oui, je la vois aussi passer. Mais vous dites ça, vous allez faire peut-être des gens phobiques. Non, avoir peur d'en être aussi délicieux. Oui, vous allez... Ah, j'ai bien fait de venir. Elle a été gênée. Ah, extraordinaire. Bah oui, elle revient. Ah, c'était sublime. Ah, vous savez que ce que vous venez de faire est absolument typique de votre livre parce que effectivement, au moment où on s'y attend le moins, par exemple, vous parlez du chat de Schrödinger et juste après nous avoir parlé du chat de Schrödinger, qui donc vous partez dans tout un laïus sur la protection des animaux. Non, mais... Tout d'un coup, vous switchez. Écoutez, ma maman est là ce soir et je vais publiquement confesser que la dernière fois que je suis venu chez elle à Neuilly, j'ai été à la cave et j'ai retiré tous les sacs de mort au rat qui étaient parce que vraiment, je trouve ça. Vous savez que c'est terrible, hein, la mort au rat, ça induit des hémorragies très lentes. Donc ces rongeurs qui sont des êtres extraordinaires meurent. Mais maman n'y est pour rien. Hein, c'est pas elle qui les avait mis. Hein, je précise. Vont mourir dans les pires souffrances. Hein, donc c'est absolument abominable. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas de mort au rat aux arts et métiers, donc c'est un bel endroit. Voilà. Bon, soyons sérieux. En tout cas, l'avantage de la digression, c'est que là, on vous a suivi d'un bout à l'autre sans difficulté. On peut repartir donc dans la théorie des cordes. Alors, cette théorie des cordes, donc, va générer des lois différentes. Et ça, c'est vraiment... Alors, il faut quand même être prudent. Hein. Je le redis, je l'ai dit, je crois, mais j'insiste. La théorie des cordes est une théorie très spéculative. Elle ne jouit d'aucune corroboration expérimentale. Donc il est tout à fait possible, voire probable, qu'elle soit fausse. Hein. Donc distinguons bien, je crois, dans cette hiérarchie des multivers, les multivers que je qualifierais de quasi inévitables, des multivers que je qualifierais de très spéculatifs. La structure en bulle d'univers due à l'inflation me semble, non pas prouvée naturellement, mais relativement fiable. Le fait que les bulles soient peuplées par des lois différentes, telles que la théorie des cordes le prédit, ça c'est encore un pas de plus qui perd en fiabilité. Mais si cette éventualité était réalisée, alors effectivement la structure est vertigineuse. Il y aurait autre part des mondes où la gravitation est répulsive, des mondes avec 4 dimensions d'espace, des mondes avec 2 dimensions de temps, des mondes sans temps, donc des mondes sans évolution, des mondes où la lumière n'existe pas, des mondes où les planètes sont munies d'une topologie torique. Enfin, on peut imaginer des choses au-delà même de ce qui est possible de concevoir avec notre compréhension actuelle des lois de la science. Alors, il y a encore un autre exemple qui, là encore, va nous plonger dans des abîmes de perplexité. Cette idée qu'avec la mécanique quantique, puisqu'on est dans l'infiniment petit, restons-y, on a cette probabilité de présence au niveau des particules, cette possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois, de se comporter comme un corpuscule, comme une onde, ça implique aussi une autre forme d'univers parallèle. Alors là, on revient à des choses beaucoup plus fiables et beaucoup mieux entérinées par un siècle de physique. La mécanique quantique, comme vous le savez, c'est l'une de nos 2 grandes théories pour décrire le monde, hein, le monde physico-mathématique. Elle peut être résumée, je crois, en 3 phrases. D'abord, elle prédit qu'à une certaine échelle, une petite échelle, tout devient discret, discontinu. C'est comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Ensuite, elle prédit que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'elles peuvent être simultanément à 2 endroits. Et enfin, elle prédit qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique et penser en termes aléatoires, stochastiques, imprévisibles. Ça, ce sont les 3 grandes prédictions très étonnantes pour le sens commun de la mécanique quantique qui, elles, sont extrêmement fiables puisqu'elles ont été vérifiées expérimentalement des millions de fois depuis le début du XXe siècle. Ensuite, la question est comment interpréter une telle théorie.
Moi, je suis un corps macroscopique, comme nous tous, et je ne suis pas doué d'ubiquité. En ce moment, je suis ici, je ne suis pas chez moi. Donc, comment interpréter que si les particules élémentaires ont ce don, les objets macroscopiques qui sont constitués de ces particules élémentaires n'ont pas ce don? Il y a une sorte de tension, si vous voulez, entre la théorie quantique et son émergence à l'échelle classique. Et pour ça, pour faire sens avec ça, il faut recourir à une interprétation. Alors, l'interprétation usuelle, qu'on appelle celle de l'école de Copenhague, consiste à penser que quelque chose d'un peu magique, finalement, a lieu, qu'on appelle techniquement l'effondrement de la fonction d'onde ou la projection du vecteur d'état, et que lorsqu'un système quantique, donc très petit, interagit avec un système classique, donc plus gros, les règles changent, finalement. Mais il existe une autre interprétation, l'interprétation de Everett, qui a été proposée par un physicien américain il y a une 50aine d'années, qui consiste à supposer que lors d'une interaction de cette nature, s'effectue un embranchement en univers parallèles. Alors ça paraît un peu fou, et c'est vrai, hein, c'est un peu fou. Mais d'un point de vue mathématique, c'est beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que l'interprétation de Everett n'est pas économe en monde, mais elle est économe en concept. Les Américains disent « many words versus many worlds », c'est-à-dire beaucoup de mots ou beaucoup de mondes. Dans l'interprétation canonique, on a un seul monde, mais on a beaucoup de mots. Il faut recourir à des hypothèses qui sont mathématiquement disgracieuses. Techniquement, on appelle ça une perte d'unitarité. Dans l'interprétation de Everett, les mondes pullulent, mais la structure mathématique de la théorie est incontestablement beaucoup plus belle, beaucoup plus pure et beaucoup plus simple. Alors, face à cette situation, on peut se dire, bon, après tout, ce n'est qu'un problème métaphysique d'interprétation, mais ça ne change rien. C'est absolument intestable. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça peut avoir des conséquences. Dans le cadre, par exemple, de l'origine de l'univers, de ce qu'on appelle la cosmologie quantique, suivant qu'on adopte l'interprétation usuelle dite de Copenhague ou l'interprétation monde multiple de Everett, les prédictions ne sont pas les mêmes. Donc il est envisageable, quoique un peu trop tôt pour le faire effectivement, que cette hypothèse vertigineuse soit effectivement mise à l'épreuve de l'expérience. Alors, vous voyez, il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en permanence, là, plusieurs milliers de fois par seconde, se créeraient des mondes parallèles. Et où? Ah voilà, ça c'est la bonne question. Alors, je vais vous répondre par une question. Alors, on pourrait se demander à quelle distance sont ces mondes? Et je répondrai par une ellipse. Combien de centimètres y a-t-il entre un poème de Rimbaud et un poème de Verlaine? La distance n'est pas métrique. Et c'est pour ça qu'on parle d'univers parallèle, parce que ce qui les sépare n'est pas de nature spatiale. Ils sont vraiment autre part, c'est-à-dire dans un ailleurs radical. Ça a des conséquences, hein. Nos processus cérébraux, par exemple, sont certainement la conséquence de phénomènes quantiques. Voilà, parce que nos neurones sont eux-mêmes des objets physiques qui, très certainement, sont régis par les lois de la mécanique quantique. Donc, dès lors qu'on prend une décision, dans cette interprétation de Everett, il doit y avoir un autre monde où on prend une autre décision. Donc, il y aurait un univers, celui-ci, semble-t-il, où la guerre de Troie eut lieu, et un autre où Priam, Ménélas et Agamemnon s'entendirent devant les remparts d'Ilion. Et cette possibilité d'embranchement est complètement compatible avec ce que vous nous disiez en début, avec la relativité, l'idée d'un espace infini dans lequel survenait une infinité de nous-mêmes qui prenaient des décisions différentes. Donc là, on a les deux possibilités qui ne sont pas incompatibles. Alors c'est là où ça devient... suivant les points de vue, soit absolument jouissif, soit absolument inextricable. C'est-à-dire, quoique, ça peut être une jouissance inextricable. En ce sens que les structures d'univers multiples, dont nous n'avons même pas encore fait le tour, et on ne le fera sans doute pas ce soir, sont compatibles les unes avec les autres. Il n'y a aucune raison qu'elles soient mutuellement exclusives. Donc on peut imaginer une infinité de bulles dues à l'inflation qui chacune contiennent un espace infini. C'est un peu bizarre ça, hein, mais une bulle peut contenir un espace infini, croyez-moi, c'est un effet de relativité générale. Donc que cet espace infini lui-même contienne une infinité de volumes de Hubble, qui contiennent des trous noirs connectés à une infinité d'univers, qui lors des interactions créent une infinité de feuilletage par les lois de la mécanique quantique. On a en quelque sorte, ou on aurait, hein, tout ça est conditionnel, hein, une structure gigogne en poupée russe d'univers multiples. Alors, à ce moment-là, il faut se demander, est-ce qu'on est encore en train de faire de la science après tant de spéculations? Est-ce que vous êtes encore un scientifique quand vous nous racontez tout ça?
Oui, vous avez raison, il faut se le demander. C'est vraiment la question importante finalement, et je suis sûr que tout le monde se la pose. Tout ça, c'est bien beau, mais enfin, est-ce que c'est encore de la physique? Alors, première réponse. Il faudrait définir ce qu'est la science. C'est très difficile. Donc, je vais m'auto-mutiler en prenant la plus mauvaise définition que je crois être de la science, mais c'est pas grave, elle va m'être utile. Je vais prendre le critère de Karl Popper, qui est très populaire chez les physiciens. Il consiste à supposer qu'une proposition est scientifique si elle est falsifiable, si elle est réfutable. L'exemple de Popper est le suivant. La proposition « Dieu existe » n'est pas scientifique parce que vous ne pouvez pas prouver à un croyant qu'il a tort. Vous ne pouvez pas lui démontrer que Dieu n'existe pas. Donc, on ne peut pas la mettre en défaut, donc elle n'est pas scientifique. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, pas scientifique. En revanche, la proposition « tous les signes sont blancs », les signes avec un Y, c'est pas une sémiotique, on parle des oiseaux, « tous les signes sont blancs » est une proposition scientifique, parce que si je trouve un seul signe noir, j'aurais démontré que la posture est fausse. Donc on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, prouver qu'une théorie scientifique est juste, mais on peut, dans l'acception poppérienne, prouver qu'une théorie scientifique est fausse. Je crois que c'est complètement inadapté comme critère. Mais tant pis, prenons ça comme définition de la science et demandons-nous, en ce sens-là, le multivers est-il scientifique? Première réponse naïve, non. Parce que ces autres mondes, je ne peux pas aller les voir. Par définition, si je pouvais y aller, ça ferait partie de mon univers. Donc je ne peux pas y aller. Donc je ne peux pas prouver que c'est faux. Je ne peux pas falsifier la proposition, puisque je ne peux pas aller là-bas et vérifier que non, ces univers n'existent pas. Alors ça, je crois que c'est inexact. Je crois que cette vision naïve est inexacte pour une raison qui est un peu technique, mais très simple. Le multivers n'est pas une théorie. Si c'était une théorie, ça serait en effet une théorie non scientifique. Si c'était une hypothèse, ça serait en effet une hypothèse ad hoc. Mais le multivers est une conséquence de théorie. C'est-à-dire que, de quoi on a parlé jusqu'à maintenant? De la mécanique quantique, de la relativité générale, de la théorie des cordes, de l'inflation. Voilà les théories. Le multivers, il apparaît à quel moment? Il apparaît comme une conséquence, parfois hypothétique, parfois inévitable, de ces théories. Mais ce qu'il faut tester en science, ce n'est pas les conséquences, ce sont les théories. Et donc, ces théories-là, elles sont testables et réfutables dans notre monde. On peut parfaitement démontrer demain que la mécanique quantique est fausse. Ça pourrait arriver. On peut tester l'inflation. Peut-être les données de Planck, qui seront publiées encore dans quelques jours, vont-elles défavoriser l'inflation? Si on falsifie l'inflation, alors toutes ces conséquences disparaissent, y compris les univers multiples. Donc en ce sens, je crois que nous sommes encore dans un cadre scientifique usuel, parce que ce n'est qu'une conséquence parmi d'autres. Et il n'a jamais été nécessaire de vérifier toutes les conséquences d'une théorie pour que cette théorie soit scientifique. La théorie d'Einstein, la relativité, qui est l'archétype d'une théorie réussie, qui est vraiment le paradigme de la théorie parfaite, prédit par exemple la structure interne des trous noirs. Mais personne ne peut aller voir dans un trou noir ce qui s'y passe et revenir. Et on ne dit pas que la relativité générale n'est pas scientifique. Donc le fait qu'une théorie prédise des choses non vérifiables est un non-événement. Ça a toujours été le cas. Donc je crois que, à partir du moment où les théories qui proposent un multivers sont testables, le multivers lui-même demeure scientifique. Mais ne soyons pas trop réactionnaires. La science est une pensée dynamique par essence. Choisir les règles fait partie du jeu. Et fort heureusement, la science a subverti ses propres règles 1000 fois dans son histoire. Pardonnez-moi, mais regardez en art, ni les toiles de Malevich, ni Fontaine de Duchamp, ni la déconstruction du système tonal chez Wagner n'auraient été considérées comme de l'art par un théoricien du XVIIIe siècle. La musique de Berg ne souscrit pas au traité d'harmonie de Rameau. Tout se modifie de l'intérieur, ce qui ne signifie pas que toutes les modifications sont souhaitables. Mais je crois que si aujourd'hui les scientifiques ressentaient le désir, ou le besoin plutôt, de jouer avec les linéaments de leur propre discipline, il y aurait quelque chose de plus dangereux de les en dissuader a priori que de tenter d'en évaluer les conséquences. Par exemple, ce livre, et puis les discours que vous nous tenez aujourd'hui sur la possibilité de l'existence de ces multivers, dans la communauté scientifique, et plus particulièrement des physiciens, vous êtes nombreux à penser ça, vous faites figure d'iconoclaste. Comment c'est perçu finalement? Vous êtes un rebelle? Vous êtes dans le courant dominant avec...
Non, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, ça nous rappelle, je vais vous répondre, hein, mais ça nous rappelle que même les sciences dures sont aussi quelque part des sciences humaines, ou au moins qu'elles sont faites par des hommes et des femmes. Il ne faut pas l'oublier parce que nous pensons dans une culture, dans un environnement intellectuel, nous sommes innervés de notre histoire et qu'on le veuille ou non, quelles que soient nos velléités à l'objectivité ou à l'intersubjectivité, la vision bachelardienne, qui est très belle, hein, qui est très poétique finalement, mais de ce scientifique qui passe sa blouse blanche et qui oublie tous ses préjugés, elle est peut-être souhaitable en principe, mais elle n'est pas en acte. Voilà, ça c'est sûr, elle n'est pas en acte. Et donc je crois qu'effectivement, la question de la réception de la communauté, ce n'est pas qu'une question sociale, c'est aussi une question scientifique. Ce qui fait qu'une théorie scientifique est scientifique, ce n'est pas uniquement sa qualité propre, c'est aussi la manière dont elle est perçue. D'ailleurs, si on y réfléchit, la question se pose exactement dans les mêmes termes pour l'art. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un ready-made est une œuvre? Ce n'est évidemment pas la structure de l'œuvre elle-même, c'est son inscription dans la scène muséale, c'est l'intentionnalité de l'artiste et la réception du spectateur qui lui confère sa dimension artistique. Ce qui n'a rien à voir avec la question de la valeur. On peut ne pas aimer naturellement Warhol, on a parfaitement le droit, mais on ne peut pas, je crois, contester son statut d'artiste. Peut-être un mauvais artiste, ça, on a le droit de le penser. Voilà. Bon, je ferme la digression. Donc voilà, donc cette question est essentielle et il y a effectivement une grande diversité de points de vue. Donc je vais citer deux noms. Steven Weinberg, un des plus grands physiciens du XXe siècle, prix Nobel, un des artisans du modèle standard de la physique des particules, considère que la question est close. Nous vivons dans un multivers, c'est acté, c'est fini, on n'en parle plus. David Gross, même génération, prix Nobel de physique, un des concepteurs de la théorie des interactions nucléaires fortes, considère que, oui, on n'en parle plus. Le multivers, c'est pas de la science, c'est n'importe quoi, c'est un retour au fantasme mystique. En effet, la question est réglée, c'est de la merde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ces gens-là sont très brillants tous les deux. Le désaccord ne vient pas d'un problème technique. Ce n'est pas parce qu'il y a une faute dans les équations. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça oblige les scientifiques à faire face à leur posture métaphysique, ou plus exactement, peut-être elles sont moins pédantes finalement, ça les oblige à s'interroger sur ce qu'ils attendent de la science. Qu'attend-on de la science? Pourquoi fait-on de la science? Et je crois que le rapport au multivers est aussi conditionné par ça. Et est-ce que, aussi dans la façon de faire de la physique, de penser les concepts de demain, le fait d'envisager ces univers multiples a aussi des conséquences dans la pratique concrète? Oui, alors je crois que ça en a. Et c'est pour ça quand même que je crois que les opposants radicaux au multivers, les opposants, pas les opposants dans le fait que tel ou tel multivers existe, mais ceux qui pensent que la proposition est absolument stérile, je crois quand même qu'ils ont tort. Je crois qu'ils ont tort parce qu'ils n'ont effectivement pas compris que même si on en reste à ce monde-ci, même si la dimension grand récit, la dimension, alors disons, non pas mythologique, mais logomythique, hein, au sens où ça serait logos qui est premier, la rationalité, et qui entraîne mécaniquement vers mythos, vers ces mondes invisitables. Donc même si on prend un point de vue très positiviste et qu'on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe hic et nunc, ici et maintenant, dans ce monde-ci, et du point de vue de la prédictibilité des théories, moi je pense que c'est une vision atrophiée de la science, mais elle est défendable. Donc, même si on prend ce point de vue-là, je crois qu'on ne peut pas ignorer le multivers, parce que le fait est que quand on évalue une théorie, on ne l'évalue pas de la même manière en tenant compte ou en ne tenant pas compte de cette structure en univers multiples. Je donnais tout à l'heure l'exemple de l'inflation. L'inflation, ça nous concerne, hein. Ce n'est pas une théorie d'autre part. C'est oui ou non, les distances ont-elles été multipliées par exponentielle 60 dans notre passé. Notre passé, chez nous, dans notre monde. C'est une théorie qui nous parle. Eh bien, si on veut, à partir des mesures physiques, évaluer la probabilité de cette théorie, donc est-elle confortée ou mise en difficulté par les observations, j'obtiens des conclusions opposées, suivant que je tiens compte ou non du fait qu'elle prédit ces univers multiples. Donc, je ne peux pas faire l'impasse dessus. Oui. Ça change même ma manière d'évaluer une théorie dans ce monde-ci. Donc je crois qu'il est possible que ces univers multiples n'existent pas parce que les théories qui les prédisent sont fausses. Ça, c'est possible. Mais je ne peux pas prendre une théorie et disqualifier a priori cette conséquence.
Allez, on va prendre quelques questions dans la salle avec tout ce qui a été dit. Certainement qu'il y a des interrogations à formuler. On va vous apporter un micro, monsieur. Oui, merci pour cet excellent exposé. La question qu'on peut se poser est effectivement, est-ce que la cosmologie, c'est de la science? C'est le premier point. Et ça, c'est une... Alors, je voudrais quand même revenir sur un point, parce que le concept d'univers multiple est ancien. Vous n'avez pas cité peut-être à dessein Leibniz. Leibniz qui est au tournant du XVIe, XVIIe siècle. Alors Leibniz, c'est quand même un immense génie, puisque mathématicien et philosophe, mathématicien qui a quand même inventé le calcul différentiel et intégral, c'est pas mal. Donc, c'est pas un amateur, Leibniz. Il avait évoqué donc la notion de monade dans ses théories des monadologies, des univers clos, sans porte ni fenêtre, qui coexistent. Et ça, ça a été repris par Husserl au XXe siècle, justement à propos de la physique du XXe siècle. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, c'est deux terribles questions, je vais essayer d'être bref. La première, enfin les deux sont très pertinentes, mais la première, d'un point de vue scientifique, est essentielle, et vous avez raison de poser cette question avant même de s'intéresser à la scientificité du multivers. Peut-être faudrait-il poser la question de la scientificité de la cosmologie elle-même, c'est-à-dire de la science de l'univers. Très rapidement, la cosmologie est problématique, parce qu'en effet, nous appartenons au système que nous entendons décrire, ce qui est très mauvais pour s'en distancier. D'accord ? On aime bien en physique regarder de l'extérieur. Nous faisons partie de l'univers. Et nous ne pouvons pas, même en expérience de pensée, imaginer en sortir. Ensuite, parce que l'expérience qui m'intéresse, création du monde, est irreproductible. Je n'ai, au moins dans cet univers-ci, qu'un seul Big Bang. Je ne peux pas rejouer la création. Et l'unicité de l'expérience est extrêmement problématique pour inférer les lois à partir de l'observation de régularité. Troisième problématique, comment poser les conditions initiales? Si je vous demande où va atterrir un objet que je lance, il faut d'abord que je vous dise comment je le lance. Les conditions initiales sont antérieures et extérieures à l'expérience, mais il n'y a ni antériorité ni extériorité pour le système univers. Sans même mentionner que les énergies en jeu dans l'univers primordial sont plus grandes que celles testées sur Terre, et que je dois remonter le cours du temps, ce qui, la thermodynamique me l'a appris, est une opération à risque. Bref, beaucoup de problèmes. Je dirais que c'est pour ça que quand moi j'étais étudiant, donc il n'y a pas non plus 300 ans, la cosmologie n'était quasiment pas enseignée. Pas enseignée. Je me souviens très bien que quand j'avais 20 ans, il y avait 2 cosmologistes en France. Hubert Reeves et Alain Blanchard. Voilà. C'est quand même peu, tous deux très brillants, mais c'est quand même peu. Aujourd'hui, la cosmologie est enseignée dans toutes les universités. Et je crois que la raison pour laquelle ce fut si long à conférer un statut de science à la cosmologie, c'est justement l'ensemble de ces problématiques. Pourquoi ça a changé? D'une part, parce qu'on a acquis une grande maîtrise de la relativité générale, la grande théorie d'Einstein qui nous explique que l'espace est dynamique. Et ça a été très long finalement, parce que la théorie est connue depuis un siècle, mais savoir la manier a pris un temps considérable. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement, les observations étaient très difficiles à mettre en œuvre, et ça ne fait, oh la revoilà, et ça ne fait que quelques décennies, le retour de la souris. Ça ne fait que quelques décennies que nous disposons réellement d'observations très précises de la première lumière de l'univers, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors il y avait une deuxième... Oui, je vais être très rapide. Vous avez raison, le concept d'univers multiple n'est pas récent. On le trouve d'abord chez les atomistes, chez Épicure et Démocrite. Épicure parle de cosmoi, donc il écrit cosmos au pluriel. Non seulement les atomes, mais les mondes sont en nombre infini. On le retrouve donc chez Lucrèce, qui est son héritier direct. Ensuite, on le retrouve à la Renaissance, avec Nicolas de Cuse, avec Giordano Bruno, extraordinaire Giordano Bruno. Moi, j'ai un amour infini pour Giordano Bruno, et son frère de cœur français, François Rabelais. Puis, comme vous le dites, à l'âge classique avec Leibniz. Je crois que Leibniz n'est pas le meilleur penseur pour les multivers physiques, parce que chez Leibniz, les multivers sont en puissance. Il y a une infinité de mondes possibles, mais il n'y a qu'un monde actuel. Donc ça, la pensée de Leibniz, comme vous le soulignez, c'est peut-être le dernier grand système du monde, finalement. Donc c'est un penseur absolument génial, ça, il n'est pas question de le contester. Mais je crois que pour penser la fécondité du multivers scientifique, ce n'est peut-être pas le penseur le mieux adapté. Et en philosophie contemporaine, on retrouve ces problématiques chez David Lewis et Nelson Goodman. Allez, je me donne
30 secondes maximum promis, pour faire face à des questions en particulier de théorie du langage. Donc c'est amusant de voir les philosophes réinventer les univers multiples. Par exemple, si mon train était tombé en panne pendant 3 heures, cette conférence n'aurait pas eu lieu. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, puisque je suis arrivé 1 heure avant. Donc c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que c'est vrai? Parce qu'il n'est pas tombé en panne. Donc comment on sait que la proposition « si le train était tombé en panne, je ne serais pas venu, il n'y aurait pas eu de conférence ». C'est ce qu'on appelle un conditionnel contrefactuel. Et pour faire face au conditionnel contrefactuel, les philosophes ont inventé ce qu'on appelle la logique modale, qui est une logique qui s'indexe sur d'autres mondes dans lesquels effectivement mon train n'est pas arrivé et où effectivement la conférence n'a pas eu lieu. Peu importe que ces mondes existent ou pas, c'est un cadre de pensée pour changer les lois de la logique, disons, aristotélicienne classique. Donc oui, voilà, l'histoire est vaste. Si la théorie des multivers est une conséquence directe de la théorie de l'inflation, alors si effectivement la théorie de l'inflation est acceptée, ça a l'air de dire que à ce moment-là, la théorie des multivers doit être également acceptée comme étant une conséquence directe de la théorie de l'inflation. Alors comment se fait-il éventuellement que des scientifiques de grand renom, qui probablement reconnaissent la théorie de l'inflation, ne reconnaissent pas la théorie des multivers? Je me pose la question. Mais on a quelques éléments de réponse. Alors d'abord, il faut, pardonnez-moi, en 1 heure, j'ai été forcément caricatural, donc il faut tempérer un peu. Il serait abusif de dire, d'abord, il serait abusif de dire que la théorie de l'inflation est absolument acceptée. Je dirais que c'est notre meilleure proposition. Elle jouit d'un très large consensus, mais on peut encore en douter. Deuxièmement, il serait abusif de dire que la théorie de l'inflation mène automatiquement au multivers. Elle y mène dans ses variantes les plus simples. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer simplement? Je le crois. L'inflation, c'est un objet physique qu'on appelle un champ scalaire en l'occurrence, et la position de ce champ induit une augmentation exponentielle de la taille de l'espace. Selon la fluctuation du champ, il peut soit sortir de l'inflation, donc arrêter l'inflation, soit poursuivre l'inflation. Disons qu'on a une chance sur 2. Dans notre monde, l'inflation s'est arrêtée, sinon on n'existerait pas. Mais étant donné que les zones où l'inflation ne s'arrête pas sont par définition en train de croître exponentiellement, on voit tout de suite qu'à grande échelle, l'inflation ne peut pas s'arrêter. Parce que les lieux où elle s'arrête cessent de grandir, tandis que les lieux où elle ne s'arrête pas continue de croître exponentiellement. Donc c'est un mécanisme qui est presque intrinsèquement autoréplicateur. Donc en effet, si je considère cette version simple de l'inflation, alors là c'est sûr, le multivers est une conséquence quasi inévitable. Je crois que beaucoup de cosmologistes ont simplement décidé de ne pas s'y intéresser. Ce qui est un peu légitime et un peu excusable parce qu'on a tellement de problèmes en cosmologie. Il y a tellement de choses qu'on comprend mal et qu'on n'arrive pas à calculer que si en plus on rajoute cette contrainte d'essayer de calculer les probabilités dans un espace de dimension infinie sur lequel on n'est même pas vraiment capable de définir une mesure, ça devient inextricable. Donc, c'est pas scandaleux. En science, on fait souvent ça. On restreint un peu le problème de manière à pouvoir faire des calculs et on avance. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de technicité où on peut commencer à s'autoriser à s'ajouter cette complexité supplémentaire parce qu'on commence à maîtriser à peu près les complexités du niveau inférieur. Si je comprends bien, le Big Bang est considéré comme ultra probable. Et dans l'image qu'on a du Big Bang, il y a un espace fini qui grandit. Or, vous dites qu'on ne sait pas vraiment si l'espace est fini ou infini. Il semble qu'il devrait être considéré comme très probablement fini. Comment est-ce qu'on résout cette contradiction? Merci, oui, c'est très essentiel. Alors, le problème, c'est que le substantif, enfin, le mot Big Bang est très plurivoque. Parfois, par Big Bang, on désigne le modèle global d'un univers en expansion. Le fait que l'univers soit en expansion, on appelle ça le modèle du Big Bang. En ce sens-là, je pense effectivement que c'est acté, ça. Je crois que c'est comme le fait que la Terre est ronde. On peut toujours en douter par principe, mais je ne crois pas qu'un jour, on cessera de penser que la Terre est ronde. Donc, l'expansion de l'univers, ça, pour moi, ça a atteint un niveau de fiabilité qui est asymptotiquement proche du 100%. Je crois que c'est quelque chose sur lequel je mettrai ma main au feu, qu'on ne reviendra pas dessus de mon vivant. En ce sens-là, le modèle du Big Bang est
accepté. Mais il y a un autre sens du mot Big Bang qui est vraiment l'instant originel en tant que tel, le T égale 0. Alors là, c'est complètement différent. Et en ce sens-là, en effet, le Big Bang devient très hypothétique. Alors, il faut que j'explique pourquoi rapidement. D'abord, ce que vous dites, à savoir le fait que l'univers est en expansion, semble impliquer que l'univers est fini. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en effet, si je dis la taille de l'univers augmente, là vous avez parfaitement raison, ça n'a pas de sens si l'univers est infini. Il est déjà infini, donc on peut difficilement être plus grand que l'infini. Mais ce n'est pas ça en fait qu'on veut dire. C'est un raccourci de langage quand on dit que l'univers grandit. Et je suis le premier à le dire, mais c'est faux. Ce qu'on veut dire en cosmologie, c'est que si je prends 2 points dans l'espace, la distance entre les 2 points augmente. C'est uniquement ça qu'on veut dire. Quand on dit que l'univers grandit, ça veut dire que n'importe quelle distance est en train de grandir. Mais ça ne préjuge pas du fait que l'univers, globalement, est ou non une taille finie. Donc, mais parce que l'image, mais peut-être que c'est une image fausse, mais l'image qu'on a, c'est le Big Bang, c'est une tête d'épingle, toute la matière, tout ce que l'on connaît, compacté dans un petit point qui grandit. Donc on imagine effectivement dans ce cas que la frontière, c'est à partir du moment où ça explose, les bords de ce petit point qui grandit. C'est là où il faut être pointilleux sur les mots. C'est notre univers observable. Ouais, voilà. C'est la sphère de Hubble, qui effectivement, ça c'est vrai, et ça c'est à peu près certain, était contenu dans quelque chose de plus petit qu'une tête d'épingle. La totalité des galaxies qu'on voit était contenue dans quelque chose de plus petit qu'une tête d'épingle. Ça, pour moi, effectivement, c'est acté, c'est sûr. Mais si maintenant on prend univers au sens fort, c'est-à-dire pas seulement notre volume de Hubble, mais la totalité de l'espace, ça c'est parfaitement compatible avec un espace qui est infini. Néanmoins, et voilà, encore 2-3 phrases et j'arrête pour il y a d'autres questions. Néanmoins, effectivement, donc Big Bang au sens fort, c'est-à-dire instant originel, ça en revanche, c'est presque sûr que c'est faux. Parce que c'est une prédiction de la théorie d'Einstein, de la relativité générale, dans un contexte où on sait qu'elle ne fonctionne plus. En fait, le Big Bang, c'est une divergence, c'est-à-dire que mathématiquement, toutes les grandeurs pertinentes deviennent infiniment grandes. Mais ça, on en rencontre tout le temps en mathématiques, et on sait ce que ça veut dire, enfin en physique mathématique, et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire une chose, c'est que la théorie ne marche plus. Parfois, dans les livres, j'espère que je ne l'ai pas fait, on parle d'une pathologie de l'espace-temps. Mais c'est pas vrai, c'est une pathologie de la théorie qui décrit l'espace-temps. L'espace-temps, il se porte très bien sans nous, hein. Il n'a pas besoin de médecins. Ce sont les physiciens qui ont besoin de médecins. Donc, en fait, le Big Bang, en tant qu'instant originel, je vous rejoins parfaitement pour dire que ça, c'est pratiquement sûr qu'on en reviendra, parce que la théorie qui le prédit n'est pas applicable dans ce domaine-là. Il faut une théorie de gravitation quantique, et ça, nous sommes encore en train de la chercher. D'ailleurs, ce sur quoi vous travaillez, l'un de vos thèmes de recherche, c'est transformer ce Big Bang en Big Bounce, en grand rebond. C'est-à-dire que ce n'est plus le temps T égale 0, il y a eu avant quelque chose. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas très sympa en fait, parce Pourquoi que le seul univers dont vous ne m'avez pas parlé, c'est celui sur lequel je travaille. Ben voilà, on le fait. Merci. Donc plus sérieusement, oui, il y a actuellement, je crois, 2 grandes théories de gravité quantique dans la communauté scientifique. D'une part, la théorie des cordes, on en a déjà parlé, et d'autre part, la théorie de la gravitation quantique à boucle, inventée par Carlo Rovelli et quelques autres physiciens géniaux. Cette théorie tente de concilier la relativité d'Einstein avec la mécanique quantique sans recourir à des hypothèses aussi audacieuses que les dimensions supplémentaires et ce genre de choses. Donc moi, je travaille sur ce modèle, et dans le cadre de la gravitation quantique à boucle, effectivement, ce qui se passe, c'est que le Big Bang disparaît. Et dans le cadre de cette théorie, on peut calculer par quoi il est remplacé. Et il est remplacé par ce qu'on nomme donc un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Autrement dit, il y aurait eu une phase de contraction de l'univers qui se serait soldée par ce rebond de l'univers sur lui-même, il ne rebondit pas sur une structure externe naturellement, qui aurait ensuite donné naissance à la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons. Alors, on sait faire de très beaux calculs. Bien sûr, maintenant, ce qu'on cherche, ce sont des indications observationnelles en faveur ou en défaveur de ce modèle. Bon, c'est très difficile, mais on a espoir de pouvoir les trouver dans quelques décennies. S'il y a eu un univers avant le Big Bang qui s'est ratatiné sur lui-même pour de nouveau, est-ce qu'il en reste quelque chose? Est-ce qu'on peut en capter des éléments? Alors là, on pourrait parler de multivers temporel. Ce n'est pas parallèle comme en mécanique quantique, ce n'est pas spatial comme en relativité, mais ce sont des mondes qui se succèdent les uns aux autres, faisant d'ailleurs écho à quelques cosmogonies anciennes. Alors, écoutez, là je suis de parti pris, puisque je passe mes journées à calculer ce genre de choses, mais oui, je crois qu'il pourrait rester des traces, alors des traces très ténues naturellement, de ce monde
d'avant le Big Bang. Pour vous donner une idée du genre de choses qu'on cherche, dans le fond diffus cosmologique, qu'observe par exemple le satellite Planck dont je parlais tout à l'heure, on cartographie la taille des grumeaux d'inhomogénéité dans l'univers. Et dans ces modèles-là, on prédit que les petits grumeaux, enfin les gros aussi d'ailleurs, ont des répartitions spatiales du point de vue de la lumière polarisée qui n'est pas exactement la même que dans le modèle standard où il n'y a qu'un seul univers. Donc ce sont vraiment des effets assez complexes, mais c'est pour ça qu'on travaille dessus. Si c'était simple, ça serait déjà fini et donc je travaillerais sur autre chose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore 20 ans, on aurait pensé que c'était absolument structurellement intestable. Aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à le tester, mais on a quand même des pistes pour espérer y parvenir dans la décennie qui se profile. On pourrait prouver qu'il n'y a pas eu de Big Bang, mais qu'il y a un Big Bounce. On pourrait l'espérer, oui. Oui, donc j'ai une question en ce qui concerne les paramètres qui caractérisent la physique, donc qui caractériseraient notre univers actuel parmi toute une série d'univers invérifiables et indétectables. J'avoue que je ne considère pas ça vraiment comme scientifique, parce que je vais citer un exemple. Il y a Eddington, le fameux Eddington. Il avait prévu, dans une théorie qui a été oubliée depuis, il avait prévu le nombre d'atomes dans l'univers observable. Alors quand on regarde les résultats de Planck, on trouve exactement sa prédiction. On trouve 136 multiplié par 2 puissance 256 atomes. Alors, en tenant compte de la masse cachée. Alors la question que je voulais vous poser, c'est comment peut-on être aussi affirmatif sur l'efficacité de la cosmologie actuelle, alors qu'on a de la masse cachée, sans parler de l'énergie cachée. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur ces deux grands problèmes qui, à mon avis, ça fout en l'air toute la cosmologie actuelle? J'ai pas entendu, parce que parlez plus près du micro, le début de votre intervention. Oui, c'est quoi qui ne vous semble pas scientifique? Le début, c'est que, vous savez que notre univers est caractérisé par une série de nombres, des paramètres physiques, comme vous le savez. Et il se trouve qu'ils sont reliés par des relations qu'on appelle relations des grands nombres, que Dirac avait étudiées et que Eddington aussi avait étudiées. Mais il se trouve que maintenant, avec les valeurs qu'on a maintenant, les plus récentes, on vient de les avoir là, avec la mission Planck qui est renouvelée, là, eh bien, ces corrélations se vérifient au pourcent près. Tout se passe comme si notre univers était vraiment unique et avait été prédit en partie par Eddington, qui avait prédit correctement le nombre d'atomes dans l'univers, l'atome d'hydrogène. Mais en compte de la masse cachée, ça voudrait dire, si on prend ce calcul au sérieux, que la masse cachée devrait être de la matière ordinaire. Alors, comme on ne sait absolument pas qu'est-ce que c'est que cette matière, j'aurais voulu avoir votre avis sur cette question de la masse cachée actuelle. Bon, donc comme vous vous en doutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais c'est de bonne guerre. Les résultats de Planck ne prédisent pas, ne mesurent pas le nombre total d'atomes d'hydrogène dans l'univers. C'est absolument décorrélé du fond diffus cosmologique, donc c'est une interprétation hétérodoxe, mais je vous promets, les articles de Planck ne donnent pas ce chiffre. Bon, la numérologie, il faut faire très attention. Dirac s'était trompé sur ce... Enfin, bon... Écoutez, si c'est pour dire qu'il ne faut pas être trop affirmatif, là on est d'accord. Et il me semble avoir été prudent, si je ne l'ai pas été suffisamment, je veux bien faire amende honorable, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le geste scientifique. On se jette et on sait qu'on va se tromper. Toute théorie sera un jour remplacée par une meilleure théorie. Ça a été le cas de la théorie de Newton, qui a été supplantée par la théorie d'Einstein, qui sera elle-même supplantée par une théorie de gravité quantique. Donc on se focalise sur le meilleur modèle, et j'ai mentionné le problème de la matière noire, et de l'énergie noire, et du Big Bang, et il y en a d'autres, il y en a pas mal d'autres même. Et finalement, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que soit on va sauver le modèle du Big Bang à l'aide de petits ajustements, c'est-à-dire qu'on trouvera ce qu'est la matière noire, on trouvera ce qu'est l'énergie noire, et le paradigme global demeurera, soit adviendra une véritable révolution. Moi, je ne vous cache pas que je préférerais la deuxième solution. Enfin, qui n'aimerait pas être témoin d'une révolution? Moi, j'en serais ravi. Mais le problème, c'est que la prescription n'est pas performative. Il ne suffit pas de l'appeler de ses voeux. Et je vous assure que si j'avais une idée de théorie révolutionnaire qui permettait d'expliquer tout le monde sans matière noire, sans énergie noire, je la publierais et j'espérerais avoir le prix Nobel. Mais je ne l'ai pas. Et je n'ai vu
jusqu'à maintenant, aucune proposition convaincante. Donc, on fait avec ce qu'on a de mieux. Et si la révolution éclate, magnifique. Merci de m'avoir fait comprendre que les trous de souris Oui. étaient irréfutables. L'existence des trous de souris est irréfutable. Ma question concerne l'antimatière. Est-ce que vous parlez d'anti-univers aussi? Alors, l'antimatière, c'est plus facile, quoique. L'antimatière, essentiellement, c'est comme de la matière, mais avec une charge électrique opposée, et cette curieuse propension à s'annihiler lorsque matière et antimatière sont mises en présence l'une de l'autre. Donc d'abord, je dois préciser que bien que le terme soit assez lourdement fantasmatique, l'antimatière n'a rien de mystérieux. Elle a été comprise d'un point de vue théorique en 1936 et elle a été observée d'un point de vue expérimental en 1937. Donc l'existence de l'antimatière ne fait absolument aucun doute. Il y en a en ce moment même dans cette pièce et elle est très bien comprise. On a d'ailleurs synthétisé au CERN un anti-atome d'hydrogène, après un antiproton, mais un anti-électron. On a vu qu'il tournait autour, que tout ça se passait très bien. Donc, quelque part, il n'y a aucun problème avec l'antimatière. Sauf en effet, que globalement, dans l'univers, il y a beaucoup plus de matière que d'antimatière. Ça, c'est vrai. Quand Armstrong a marché sur la Lune, il ne s'est pas annihilé. Ce qui prouve que la Lune est bien faite, elle aussi, de matière et non pas d'antimatière. En fait, on sait que dans la galaxie, presque tout, disons 99,99% est fait de matière. Donc, ça pose une question, en effet, comment se fait-il, si matière et antimatière jouent des rôles symétriques du point de vue des lois fondamentales, que le cosmos ait choisi, ou que la nature ait choisi la matière contre sa consoeur ennemie, l'antimatière? Et il est possible, même dans cet univers-ci, j'ai même pas besoin du multivers là, il est possible que dans cet univers-ci, il existe loin d'ici des anti-galaxies avec des anti-étoiles, des anti-planètes et des anti-conférences qui sont données en ce moment même. Et ça, je ne peux pas le savoir quand j'observe la lumière, parce que la lumière est sa propre antiparticule. Donc, effectivement, un photon ne me permet pas de savoir si j'observe une étoile ou une anti-étoile. C'est la raison pour laquelle on a mis dans l'espace, et je travaille aussi sur cette expérience, un détecteur qui s'appelle AMS, qui est en ce moment au-dessus de nos têtes, sur la station spatiale, et qui essaye de mesurer s'il y a de l'antimatière dans les rayons cosmiques. Donc, actuellement, on croit plutôt que ce n'est pas le cas. On croit plutôt que notre univers est globalement dominé par la matière. Donc, vous avez raison. À l'échelle du multivers, la question se pose à nouveau. Et il est possible que le multivers soit symétrique du point de vue du nombre baryonique, c'est-à-dire qu'on retrouve des quantités appréciables d'antimatière. Si vous voulez, le point, mais c'est pas très important, mais qu'il faut quand même souligner, c'est que antimatière, c'est un terme historique. Bon, l'antimatière, c'est de la matière. C'est de la matière qui a simplement certaines caractéristiques du point de vue de sa charge électrique. Donc, bien sûr, si tout a lieu dans le multivers, oui, l'existence dominante d'antimatière par rapport à la matière a lieu aussi, mais comme n'importe quel autre, finalement, phénomène. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Cette prête. Ah, on a la question en morse, là. Est-ce qu'on peut rappuyer sur la pile du micro? Vous faites pression au niveau de la pile. C'est mécanique. Non, mais la pile... Ah. Je vais tenir. Merci. Oui, merci pour cette remarquable prestation. Je voulais savoir, je voudrais qu'on revienne sur l'instant zéro. Je pense, personnellement, que c'est un état de tension, mais je suis quand même interrogatif sur l'émergence de ce qu'on connaît, donc ma question, c'est est-ce que vous pouvez approfondir l'instant zéro? Alors, toute petite question. D'autant que vous ne le percevez pas vraiment comme un instant zéro dans vos recherches avec cette idée de rebond. Commençons par la réponse canonique. Prenons la relativité générale d'Einstein et supposons que cette théorie soit correcte sans limite aucune. De ce point de vue-là, effectivement,
L'instant zéro est relativement compréhensible au sens où la question que vous ne posez pas, mais que je pose à votre place, qu'y avait-il avant le Big Bang, n'a vraiment aucun sens. Elle n'a aucun sens, non pas parce qu'on ne connaît pas la réponse, mais parce que la question elle-même est fausse. Et ça, il faut bien voir que c'est quand même pas seulement une pirouette de physicien qui sait un peu, mais c'est pas que une pirouette de physicien qui ne sait pas répondre. Imaginez un explorateur qui va vers le pôle Nord. Il atteint le pôle Nord. Et on lui demande, qu'y a-t-il au nord du pôle Nord? Ce n'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il y a au nord du pôle Nord, c'est que le nord du pôle Nord n'existe pas. De même, dans le cadre de la relativité générale, le Big Bang est la naissance du temps. Le temps est structurellement lié à l'espace. Ça se comporte. L'analogie est précise en fait. Ça se comporte exactement comme le pôle Nord. Et la courbure fait que ça se comporte comme ça. Et de même qu'il n'y a rien au nord du pôle Nord, il n'y a pas d'avant Big Bang. De ce point de vue-là, effectivement, tout est cohérent, sauf, bien sûr, la question du pourquoi. Et là, ça devient strictement une question métaphysique. Ça, la science n'a rien à dire là-dessus. La question de Leibniz ou de Heidegger, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? D'ailleurs, on pourrait l'inverser. Pourquoi y aurait-il rien plutôt que quelque chose n'est pas, à mon avis, une question ici pertinente. Donc, de ce point de vue-là, l'instant originel, c'est l'origine du temps, et je dirais que ça ne pose pas de problème majeur de cohérence. Sauf pour la raison que nous évoquions tout à l'heure, à savoir que cette prédiction ne peut pas être vraie. Elle ne peut pas être vraie puisque la théorie n'est pas juste dans ces circonstances-là, en ce sens que la théorie est purement classique et qu'on sait qu'au voisinage du Big Bang, la théorie doit être quantique. Ce qui semble se profiler à l'heure actuelle, c'est que quelle que soit la théorie de gravité quantique considérée, qu'il s'agisse de la théorie des cordes, de la gravitation quantique à boucle, de la triangulation dynamique causale, de la géométrie non commutative, enfin des quelques exemples que l'on croit commencer à connaître, le Big Bang disparaît. Quel que soit le modèle au-delà d'Einstein sérieux que l'on envisage, il n'y a plus de Big Bang. Mais finalement, c'est presque une tautologie, parce que comme le Big Bang est une divergence, c'est-à-dire une pathologie due à l'absence d'effets quantiques, c'est bien le moins qu'on puisse demander à une théorie quantique que de lisser le Big Bang. Évidemment, la question, en revanche, sur qu'y a-t-il à la place du Big Bang, ça dépend de la théorie qu'on considère. Donc dans la théorie de la gravité à boucle que j'évoquais tout à l'heure, on a un autre univers en contraction. Dans la théorie des cordes, c'est beaucoup plus compliqué parce que la théorie est tellement vertigineuse et mal définie, au moins de façon effective, qu'on peut presque tout avoir. Ça veut dire quoi, presque tout? C'est-à-dire qu'on peut, en fait, la cosmologie des cordes n'existe pas. La théorie est tellement foisonnante, elle est presque un multivers à elle toute seule, que suivant le cas particulier de théorie des cordes que l'on considère, on peut se trouver face à des histoires cosmologiques radicalement différentes. Donc je serais incapable de vous dire quelle est l'origine de l'univers en cosmologie des cordes. Je ne sais pas. Que pensez-vous de l'objection portant sur la définition même des probabilités dans tous les raisonnements du type tel événement a telle probabilité, alors par conséquent il doit exister des multi-univers, un double, une multiconférence, etc. Parce que la probabilité, par définition, c'est les événements possibles, le nombre d'événements possibles divisé par le nombre d'événements, vous voyez très bien, divisé surtout, c'est le dénominateur, par le nombre d'événements possibles total. Alors, est-ce que, d'après cette objection, on présuppose que le dénominateur, c'est-à-dire que le nombre d'événements total, on le présuppose pour conclure après que ça existe? Alors, comme d'habitude, je vais faire ma réponse en deux temps. Tous les langages de probabilité seraient à exclure et ça fout en l'air beaucoup de choses des multi-univers. Pas tout, hein, mais... Alors, donc, première réponse, il n'y a rien de spécifique au multivers, parce que finalement, la physique est intrinsèquement, fondamentalement probabiliste. C'est-à-dire que quoi qu'on mesure, une falsification ou une confrontation ou une corroboration de théorie s'exprime toujours en termes de probabilité. Quand le CERN, et c'est pas de la cosmologie, c'est l'infiniment petit, a publié il y a 1 an et demi la découverte du boson de Higgs, peut-être c'était pas dit dans la presse grand public, mais bien sûr dans les articles on dit a découvert à 5 sigma. 5 sigma, ça veut dire que la probabilité qu'on ait fait une vraie découverte est de temps. Mais quoi qu'on fasse,
soit à cause des incertitudes quantiques, soit à cause des fluctuations classiques, une corroboration ou une falsification se fait toujours en termes de probabilité. Donc de toute façon, la physique, la science de la nature est structurellement attachée au calcul de probabilité. Donc il n'y a aucune raison qu'on y renonce, hein. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement qu'on a une certaine probabilité que ce qu'on observe soit une simple fluctuation aléatoire du bruit de fond ou que ce soit un signal physique. Mais ça, on fait avec. On a appris depuis plus d'un siècle, depuis Boltzmann, en gros, à faire avec. Mais vous avez néanmoins raison qu'il y a un problème un peu spécifique au multivers parce que les probabilités sont en effet compliquées à gérer dès lors qu'on a trait à des ensembles infinis. Par exemple, la probabilité de tirer au hasard le nombre 10 quand je tire un entier naturel est strictement nulle. Et pourtant, il n'est pas impossible que je tire 10. Donc, l'interprétation des probabilités dans des ensembles infinis, j'ai pas le temps, mais j'ai des exemples beaucoup plus drôles que ça, montre qu'on peut arriver à des paradoxes assez facilement. Et ça, en effet, c'est un problème. Nous, on l'appelle dans notre jargon le problème de la mesure. Et le problème de la mesure occupe l'essentiel des recherches qui portent sur le multivers. Donc oui, c'est une faiblesse, j'en conviens absolument. Monsieur. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de l'importance d'être pointilleux sur les termes. Donc j'avais une question. Pourquoi en cosmologie parle-t-on de multivers et non pas en particulier de plurivers? Alors plurivers est un très beau terme qu'on doit à James et qui a été récemment repris par mon ami le philosophe Jean Clémartin dans un petit essai qui s'appelle « Essai sur la fin du monde ». J'étais avec lui hier soir. On pourrait aussi parler de métavers, on pourrait parler de mégavers. Le néologisme est un petit peu au gré de celui qui le façonne. Je pense que l'écho est plus immédiat avec multivers, mais si vous préférez plurivers, moi j'y souscris avec plaisir. En fait, bon, je connais un peu le travail de Jean Clémartin. Ah, magnifique. Donc, la différence que je voyais entre multivers et plurivers, c'est que multivers, ce serait une multiplicité d'univers, alors que plurivers, ça serait encore plus précis, il s'agirait d'une pluralité. Ça veut dire multiple, ça voudrait dire qu'on multiplie quelque chose d'existant, de préexistant à tout. Alors que plurivers, ce serait une simultanéité, une pluralité simultanée d'univers. Oui, mais comme vous le savez, Jean Clay est un deleuzien convaincu, un ami et un proche de Deleuze, et évidemment Deleuze est le grand philosophe des multiplicités, c'est celui qui pense vraiment à la multiplicité originelle, avec le concept de meute et le nomadisme de sa pensée. Donc finalement c'est très différent, mais je crois qu'effectivement ça se touche quelque part. Pour moi c'était important qu'on n'utilise pas exactement le même mot, parce qu'on ne référait pas à la même chose. Ensuite, le sens qu'on lui donne, c'est relativement conventionnel, à mon avis. Allez, on arrive déjà à la fin de cette rencontre. Un mot de conclusion, peut-être un peu plus personnel. On l'a vu, déjà, on voit que vous êtes quelqu'un de très cultivé, qui parlait d'art, de philosophie, qui vous passionnait aussi pour les animaux jusqu'aux souris. Quand elle vous passe sous le nez, non, elle nous a rejoint. Elle est plus avec nous maintenant, cette souris. Mais ma question, c'est, lorsque l'on s'intéresse à ce point que l'on conçoit des univers aussi différents, est-ce que ça change son rapport au monde? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez, à force de baigner dans ces interrogations, un peu différent de votre façon de vivre en tant que terrien sur Terre, votre philosophie? Est-ce que votre métier vous a transformé de ce point de vue-là? Moi, je crois que ce que la science nous apporte et en même temps nous ôte, c'est la nécessité de se trouver toujours dans une position d'inconfort. Et je suis suffisamment masochiste pour aimer finalement cet inconfort. Je crois qu'elle nous porte dans une sorte d'instabilité structurelle, c'est-à-dire qu'à chaque instant tout peut se dérober. Je dis souvent à mes étudiants en licence qui sont désespérés quand je leur explique qu'aucune théorie scientifique n'a jamais été prouvée. Je leur dis, mais si vous voulez des certitudes, faites de la théologie. Les textes sacrés sont là, et ils sont là pour toujours. La science, c'est très exactement
c'est très exactement, et je vois que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais ça je le défendrai jusqu'au bout, et je l'assène, et je le dis même si c'est enregistré, et même si c'est diffusé sur Internet, la science est très exactement le lieu intellectuel de la déconstruction permanente, du doute indépassable et de la remise en cause incessante. Ce qui ne signifie pas que nous disons n'importe quoi. Je crois que nous ne disons pas n'importe quoi. Nous sommes une création sous contrainte. C'est-à-dire qu'on est d'une part aux prises avec une altérité radicale qui s'impose à nous et qui nous impose sa factualité, parfois dramatique, et d'autre part, on jouit d'une capacité créatrice presque démiurgique, enfin pour les plus brillants, et toute la difficulté, c'est de conjoindre les deux, mais finalement, je trouve que ce que j'ai appris, en tout cas, puisque la question était un peu personnelle, c'était peut-être pas cette difficulté en elle-même, parce qu'on la connaît tous, naturellement, mais c'était à jouir de cette difficulté. En tout cas, ils ont de la chance, vos étudiants. Aurélien Barraud, des univers multiples, aux éditions Bino. Merci beaucoup, bonne soirée.